Les gens ne s'en rendent pas compte, mais presque tout ce que nous remettons à plus tard en dit long sur nous. La procrastination n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est un dialogue silencieux entre ce que vous désirez et ce que vous craignez. Chaque fois que vous remettez quelque chose au lendemain, ce n'est pas seulement de la désorganisation, c'est votre corps qui tente de vous protéger. C'est votre esprit qui cherche à vous épargner un malaise. C'est votre moi profond qui révèle un schéma que vous n'aviez jamais perçu auparavant. Mais elle a toujours été là. Mais au final, la procrastination ne disparaît pas. Elle s'insinue sournoisement. Elle vous éloigne de la vie que vous pourriez vivre, fait dérailler vos projets, et vous vole votre temps sans faire de bruit. Mais vous savez ce qui est le plus curieux? Chacun procrastine à sa manière, avec leur propre routine, leur peur et leur justification. Aujourd'hui, avant de vous juger, avant de penser qu'il s'agit de paresse, découvrons lequel de ces schémas vous domine et ce qu'il tente réellement de dissimuler. Pourrez-vous vous identifier à cela? Type 1. La personne anxieuse paralysée. Le premier type de procrastinateur est celui qui ne procrastine pas par envie, mais parce qu'il est pris dans un cercle vicieux mental que personne ne voit. Et le anxieux paralysé, c'est le genre de personne qui essaie de se lancer, mais son esprit l'en empêche toujours. Vous savez, quand vous regardez une tâche simple, envoyer un courriel, organiser quelque chose, ouvrir un fichier, et que soudain, elle vous paraît insurmontable, on a l'impression que chaque étape pourrait mal tourner, qu'on va oublier quelque chose d'important, que quelqu'un va nous juger, que le résultat ne sera pas bon. Et puis le cerveau décide qu'il vaut mieux ne rien faire. De l'extérieur, cela ressemble à de la paresse. À l'intérieur, c'est comme si votre corps réagissait à un danger invisible. La personne paralysée par l'anxiété est experte pour transformer un petit détail en avalanche mentale. Si vous devez répondre à un message, vous commencez immédiatement à penser « Et si je dis une bêtise? Et si la personne l'interprète mal? Et si je ne sais pas quoi dire ?» Et cette montagne de « et si » suffit à elle seule à causer des problèmes. Quand on doit commencer un projet, un travail, des études, on pense immédiatement au pire scénario. Et si je m'y prends mal? Et si je n'y arrive pas? Et s'ils se rendent compte que je ne suis pas aussi bon qu'ils le pensent? C'est comme si l'anxiété grossissait tout à la loupe. Les choses faciles deviennent difficiles. Les choses difficiles deviennent impossibles. Et puis le schéma classique se produit. La personne passe toute la journée penser à propos de ce que vous devez faire. Vous épuisez mentalement. Mais en pratique, cela ne change rien. Elle se fatigue rien qu'à l'idée de cet effort. Parfois, elle passe des heures à planifier, à regarder des vidéos sur la productivité, à réorganiser son bureau, à ajuster de petits détails. Tout cela dans le but de réduire son anxiété avant de commencer. Mais il ne démarre pas. Le plus curieux, c'est que la personne paralysée par l'anxiété n'est pas quelqu'un qui s'en fiche. C'est tout le contraire. Il s'en soucie trop. Il tient à bien faire les choses. Il craint de décevoir les autres. Il essaie de tout anticiper avant d'agir car, selon lui, c'est un moyen d'éviter la douleur. La procrastination devient une forme de protection. Et elle possède une autre caractéristique. Il le reporte non seulement parce qu'il est anxieux intérieurement, mais aussi parce que personne à l'extérieur ne le remarque. Les gens disent des choses comme « lance-toi, tu compliques trop les choses, tu réfléchis trop ». Et ça ne fait qu'empirer, parce qu'il le sait déjà, et qu'il s'en veut encore plus. Parfois, même une personne anxieuse et paralysée devient plus joyeuse. Il note « je commencerai demain ». Mais demain, l'esprit reste au même point. L'idée paraît encore trop ambitieuse, trop risquée, trop contraignante. Il remet donc cela à plus tard, et un autre. Et l'effet secondaire est cruel. Plus il repousse l'échéance, plus il se sent coupable. Plus il se sent coupable, plus il devient anxieux. Et plus vous êtes anxieux, plus vous êtes paralysé. C'est un cycle qui s'auto-alimente. La personne anxieuse et paralysée présente aussi souvent un schéma très commun. Elle se sent productive en faisant des choses sans importance. Organisez vos tiroirs, nettoyez les fichiers de votre téléphone, changez votre fond d'écran et réorganisez les icônes de votre bureau. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'évasion. Il fait tout ce qui n'est pas la tâche proprement dite, car la simple pensée de la tâche lui fait mal. Mais malgré tout, il y a un point important. Lorsque la personne anxieuse et paralysée se met enfin en marche, elle s'en sort généralement bien. Souvent, même très bien, parce qu'il est consciencieux, attentif aux détails et responsable. Il n'arrive tout simplement pas à atteindre le début. Si vous vous reconnaissez dans ce type de profil, sachez une chose, ce n'est pas une faiblesse. C'est l'anxiété qui entrave vos mouvements. C'est votre cerveau qui essaie de vous protéger, même si c'est d'une manière tordue.
Et la première étape pour sortir de cette situation consiste à identifier précisément le schéma, comprendre que vous ne le reportez pas par indifférence, vous le repoussez parce que cela vous tient tellement à cœur que vous finissez par avoir peur. Finalement, la personne anxieuse et paralysée n'a pas besoin de pression, il a besoin de légèreté, des tâches plus petites. Pour commencer, sans essayer de prédire le résultat. Et surtout, n'oubliez pas qu'aucun pas n'est aussi dangereux que votre tête vous le fait croire. Type 2. Le perfectionniste obsessionnel. Le deuxième type de procrastinateur semble très organisé, très maître de lui et très responsable. Mais en pratique, il commence rarement quoi que ce soit au moment opportun. Voici le perfectionniste obsessionnel. Ce type ne procrastine pas par négligence. Il procrastine parce qu'il veut tout faire de la meilleure façon possible. Et cette meilleure façon possible n'arrive jamais. C'est cette personne qui ne se lance pas dans un projet parce qu'elle n'a pas encore l'idée parfaite. Quelqu'un qui ne commence pas un emploi parce que l'environnement n'est pas encore idéal. Il n'enregistre rien car l'éclairage n'était pas optimal. Le perfectionniste a toujours l'impression qu'il manque quelque chose avant même de faire le premier pas. Il a souvent tendance à penser ainsi. Quand je serai mieux préparé, je commencerai. Quand j'aurai plus de temps, je le ferai. Quand je me sentirai en sécurité, je terminerai. Mais ce moment parfait n'arrive jamais. Alors il le reporte, et le reporte encore, et le reporte encore une fois. De l'extérieur, cela paraît discipliné. À l'intérieur, règne une peur immense de l'échec. Le perfectionniste obsessionnel est terrifié à l'idée de livrer quelque chose qui ne soit pas impeccable. Il ne supporte pas l'impression de faire quelque chose de passable. Alors, pour éviter ce sentiment, il ne commence tout simplement pas. C'est une façon de se protéger des critiques, des jugements et du sentiment de ne pas avoir été à la hauteur. Un exemple courant est celui d'un étudiant qui souhaite rédiger un résumé parfait. Il passe tellement de temps à choisir les couleurs, les feutres, les modèles, il n'étudie pas vraiment. Ou encore le professionnel qui passe des heures à peaufiner des détails insignifiants avant d'aborder le sujet vraiment important. Il confond la préparation et l'exécution, et reste bloqué indéfiniment dans la préparation. Les perfectionnistes présentent également des comportements typiques. Il entreprend quelque chose, mais s'il se rend compte que cela ne se déroulera pas comme prévu, il abandonne et recommence à zéro. Parfois, il recommence tellement de fois qu'il n'arrive jamais au bout. Il préfère ne pas terminer plutôt que de livrer quelque chose qui ne soit pas parfait. Et ce schéma se retrouve dans des situations simples du quotidien. Par exemple, ne pas répondre à un message parce qu'on veut écrire la réponse idéale. Ne pas publier un article parce qu'il n'était pas à la hauteur de mes attentes. Ne pas ranger la maison parce qu'on ne le fait que quand on peut tout faire en même temps. N'instaurez pas une routine simplement parce que vous voulez commencer le jour parfait. Tout se transforme en un grand événement mental. Et une autre chose importante, le perfectionniste vit avec le sentiment qu'il pourrait faire plus. Même lorsqu'il fait du bon travail, il a le sentiment de ne pas en avoir fait assez. Ce sentiment constant d'inadéquation finit par vous paralyser. Parfois, il sait même qu'il exagère, mais il ne peut pas s'en empêcher. Il regarde les autres et pense « Ils y arrivent vite et bien, pourquoi pas moi ?» Mais la vérité, c'est que ses critères sont beaucoup plus rigides que ceux des autres. Il est plus exigeant envers lui-même. Il en exige davantage. Il a constamment besoin de prouver quelque chose, aux autres et à lui-même. Un autre point fort de ce profil est qu'il confond identité et résultat. Si quelque chose tourne mal, il ne pense pas « j'ai fait une erreur ». Il pense « c'est moi le problème ». C'est pourquoi livrer quelque chose d'imparfait est si pénible. Il semble qu'il mette une partie de lui-même en danger. Et malgré tout cela, il y a un aspect très positif. Les perfectionnistes obsessionnels sont souvent talentueux. Ils perçoivent des détails que personne d'autre ne voit. Ils livrent un travail d'excellente qualité lorsqu'il parvient à le terminer. Le problème, c'est qu'il finit par obtenir moins que ce qu'il souhaiterait. Au final, les perfectionnistes n'ont pas besoin d'être moins méticuleux. Ils doivent simplement accepter que la première ébauche ne sera jamais la meilleure. Le début est toujours plus laid que la fin. Et ce fait vaut presque toujours plus que parfait. Si vous vous reconnaissez dans ce type, souvenez-vous, dans ce cas précis, la procrastination ne signifie pas un manque de capacité. Cela signifie être excessivement exigeant. Leur comportement ne découle pas de la négligence, mais de la peur de décevoir. Et quand on comprend cela, on commence à réaliser que faire le premier pas, même sans perfection, est déjà une victoire. Type 3, le rêveur de dopamine. Le troisième type de procrastinateur est celui qui déborde toujours d'idées, de projets, d'énergie, mais qui ne passe presque jamais à la pratique.
Voici le rêveur de dopamine. Ce type de personne ne procrastine pas parce qu'il ne le veut pas. Il le veut. Il le veut vraiment. Il ne s'accroche qu'au début parce que le début est la partie la plus excitante. Et c'est précisément cette excitation qui le tient en haleine. Le rêveur de dopamine vit au rythme des sommets d'excitation. Il a une nouvelle idée et, à ce moment-là, il a l'impression que toute sa vie est sur le point de changer. Il s'enthousiasme, dresse des listes, élabore des plans, regarde des vidéos, effectue des recherches et imagine le résultat final. Et cette sensation est si agréable qu'elle donne déjà l'impression qu'il est en train de faire quelque chose d'important. L'esprit reçoit une décharge de dopamine simplement en imaginant l'avenir. Mais lorsque l'excitation retombe et que vient le moment de passer à l'action, il se fige. C'est comme si le cerveau disait « ce n'est pas aussi amusant que je le pensais » et il abandonne le projet. Ce type de personne a un comportement très courant. Elle commence toujours de nouvelles choses, mais les termine rarement. Il change fréquemment ses plans. Il n'arrête pas de dire des choses comme « ça va arriver maintenant ». Cette fois, c'est du sérieux. J'ai trouvé la méthode parfaite. Mais quelques semaines plus tard, il s'intéresse à quelque chose de complètement différent. Le rêveur de dopamine est passionné par l'acte d'imaginer ce qui pourrait arriver, pas nécessairement par le processus de construction de cette idée. Il rêve d'une vie idéale, mais évite le travail constant et répétitif qui permet réellement de construire cette vie idéale. Cela se manifeste dans diverses situations quotidiennes. Il achète un nouveau carnet pour commencer un projet et l'abandonne à la 2e page. Commence à aller à la salle de sport avec énergie et abandonne au bout de 2 mois. Il permet d'accéder à des cours en ligne, mais ne va pas au-delà du 1er module. Se fixe des objectifs ambitieux en début d'année et oublie tout en quelques semaines. Ce n'est pas par paresse. C'est parce qu'elle se nourrit de nouveautés. Le nouveau brille. La nouveauté motive. Cette nouveauté lui donne un sentiment de compétence. Mais lorsque la nouveauté devient une routine, la motivation disparaît. Et avec elle, la concentration. Une autre caractéristique marquante de ce type de situation est qu'il se perd dans sa propre imagination. Il pense tellement au résultat final qu'il oublie que tout résultat commence modestement et de façon imparfaite. Il imagine le succès, mais il n'imagine pas le travail lent, fastidieux et ingrat qui le précède. Et lorsqu'il doit affronter cette partie de son histoire, il est déçu et prend la fuite. Le rêveur dopaminergique a également tendance à souffrir d'une illusion courante. Il est convaincu que lorsqu'il trouvera la bonne idée, tout se mettra en place. Comme s'il existait un projet parfait, un projet qui ne serait jamais difficile, jamais fatigant, jamais frustrant. Et en attendant l'idée idéale, il ne se consacre à aucune. Ce type de personne souffre souvent d'un manque de concentration. Il essaie de faire plusieurs choses en même temps. Cela commence par 3, 4, 5 plans différents et est incapable de progresser dans aucun domaine. C'est pourquoi il vit avec le sentiment d'être toujours occupé, sans jamais vraiment progresser. Et il y a une autre chose importante. Au fond, le rêveur de dopamine a peur de la réalité, parce que la réalité exige de la cohérence. Et la constance ne produit pas de dopamine. La constance porte ses fruits, mais c'est ennuyeux, répétitif et lent. Et c'est précisément pour cela qu'il se précipite sur la prochaine idée brillante, celle qui ravive cette étincelle initiale. Mais ce profil présente aussi un aspect très positif. Il est créatif, il est intuitif, il perçoit des possibilités que les autres ne voient pas. Il est doué pour initier des projets. Et lorsqu'il apprend à transformer cette énergie en routine, il devient une personne influente. Si vous vous reconnaissez dans ce type, souvenez-vous, vous ne manquez pas de talent. Ce qui manque, c'est d'apprendre à persévérer même lorsque l'euphorie s'estompe. Il est facile de commencer. Persévérer lorsque la magie s'estompe, c'est ce qui transforme véritablement les rêves en réalité. Et peu à peu, on réalise que la vie change, non pas parce qu'on trouve sans cesse de nouvelles idées, mais parce qu'on a enfin décidé de terminer celles qu'on avait déjà. Type 4. La personne chroniquement surchargée. Le 4e type de procrastinateur est celui que beaucoup considèrent comme fautif, car, vu de l'extérieur, il a l'air de quelqu'un de désordonné, de désorganisé et d'éparpillé. Mais, au fond, cette personne est simplement surcharge. Elle ne procrastine pas par manque de volonté. Elle procrastine par manque de disponibilité mentale. Voici le chroniquement débordé. C'est le genre de personne à se réveiller fatigué. Non pas parce qu'ils ont mal dormi, mais parce que leur esprit démarre la journée à toute vitesse. Il y a toujours une liste de choses à faire interminable. Les choses urgentes, les choses importantes, les choses qu'il avait promises.
les choses qui sont apparues à la dernière minute. Il essaie de tout gérer, mais rien ne lui convient. La sensation est similaire à celle d'avoir 50 onglets ouverts dans son navigateur. La machine ne se bloque pas parce qu'elle est faible. Elle se bloque parce qu'elle est surchargée de tâches simultanées. La personne surchargée vit ainsi. Il jette un coup d'œil à l'ordre du jour et se sent épuisé rien qu'à l'idée de savoir par où commencer. Il essaie de décider par quoi commencer, mais tout semble tout aussi urgent. Et cette confusion mentale, cet excès, l'empêche d'entreprendre quoi que ce soit. Ce n'est pas de la paresse, c'est la saturation. Un exemple courant. Il travaille sur une tâche, mais soudain il se souvient d'une autre, arrête tout et va la résoudre. Au beau milieu de ce deuxième souvenir, elle se souvient d'un troisième. Et avant même de vous en rendre compte, la journée arrive à son terme, vous avez commencé beaucoup de choses, mais vous n'en avez presque rien terminé. Ce type de téléphone est également très sensible aux interruptions. Le moindre détail, un message, une notification, un appel, vous distrait complètement. Et lorsqu'elle essaie de revenir en arrière, son esprit semble plus lourd qu'avant. La personne surmenée ne procrastine pas pour éviter le travail. Il procrastine parce que ne sait pas où caser encore une chose. C'est comme si chaque nouvelle tâche ajoutait une pierre de plus à un sac à dos déjà plein. Et il y a un point important. Souvent, cette personne est perçue par les autres comme responsable, fiable et compétente. Par conséquent, elle reçoit de plus en plus de tâches, de plus en plus d'exigences, de plus en plus d'attentes, jusqu'à ce que le corps et l'esprit ne puissent plus suivre. Autre détail à noter, les personnes surchargées de travail ont des difficultés à déléguer. Ils pensent « expliquer me demandera plus de travail que de le faire moi-même » ou « si je ne le fais pas, ça va mal tourner ». Et sans s'en rendre compte, il assume des responsabilités qui ne lui incombent pas exclusivement. Le résultat est une routine qui ne ralentit jamais, un esprit qui ne se repose jamais, et un sentiment constant de culpabilité de ne pas pouvoir faire tout ce que je voudrais. Ce type de population a également une habitude très commune. Il essaie de tout résoudre en même temps. Si vous devez organiser quelque chose, vous voulez tout organiser. Si vous devez étudier, vous voulez tout étudier. Si vous devez répondre à des messages, vous voudrez vider votre boîte de réception. Et comme c'est impossible, il finit par ne rien faire. La personne submergée vit avec ce sentiment « ma vie est toujours en retard ». Il a l'impression d'avoir une dette envers quelqu'un, toujours à courir partout, toujours à éteindre des petits incendies. Il est difficile de faire des projets d'avenir quand le présent est déjà bien rempli. Un autre exemple courant, il rentre chez lui avec l'envie de se reposer, mais se souvient alors des 1000 choses qu'il a en attente. Et, comme elle ne sait pas par où commencer, elle n'en fait aucune. Elle s'allonge donc sur le canapé, fait défiler son téléphone, essaie de se détendre, mais son esprit reste préoccupé. C'est une pause qui n'offre pas de repos. Et, contrairement au perfectionniste, la personne surmenée n'exige pas la perfection. Il veut juste rompre. Mais il ne peut pas, car la quantité elle-même le paralyse. En réalité, ce type de procrastination est un appel au secours du corps. Il dit « Il est impossible de porter tout ça. Nous ne pouvons pas continuer à ce rythme. Vous n'êtes pas une machine. » Et le plus surprenant, c'est que, lorsque la personne surchargée parvient enfin à se débarrasser du superflu, elle devient extrêmement productive. Il le fait vite, il le fait bien, il le fait avec concentration. Mais pour cela, il faut d'abord respirer. Vous devez réduire le volume des choses. Vous devez choisir ce qui est essentiel et non ce qui est impossible. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, sachez que le problème n'est pas un manque de discipline. C'est un excès de poids mental. Et personne ne fonctionne bien lorsqu'il porte plus qu'il ne peut supporter. Type 5. L'auto-saboteur invisible. Le 5e type de procrastinateur est probablement le plus difficile à identifier. Non pas parce qu'il en fait peu, mais parce qu'il en fait vraiment. Croit qu'il essaie. Voici le auto-saboteur invisible. Ce type de personne dit souvent des choses comme « Je jure que je veux le faire, mais je ne peux pas. Je commence, mais il se passe toujours quelque chose. J'avais promis de changer, mais j'ai encore échoué. » Et ce n'est pas un mensonge. Il a vraiment envie de le faire. Il fait vraiment de son mieux. Mais en chemin, il crée des obstacles presque imperceptibles, sans même se rendre compte qu'ils viennent de lui-même. L'auto-saboteur invisible a toujours une bonne excuse pour procrastiner. Je suis fatigué aujourd'hui. Je serai plus productif demain. Je ne suis pas en état de faire ça en ce moment. J'attendrai que l'inspiration me vienne. Je le ferai quand je serai mieux préparé. Le problème, c'est que demain n'arrive jamais. Et quand le moment arrive, il invente une nouvelle raison pour le reporter encore une fois.
De l'extérieur, il donne l'impression de vivre dans un cycle d'excuses. Mais au fond, ce type de personne est aux prises avec quelque chose de bien plus profond. La peur de l'échec ou la peur du succès. Oui, c'est exact. Certaines personnes ont tellement peur de l'échec qu'elles préfèrent ne même pas essayer. Car si vous essayez et que ça tourne mal, ils devront gérer la frustration. Mais si vous n'essayez pas, vous pouvez continuer à croire que, un jour, vous ferez tout parfaitement. D'un autre côté, d'autres personnes ont peur de travailler, car le succès implique le changement. Et le changement fait peur. Le changement exige responsabilité, engagement, évolution et ouverture sur le monde. Et tout cela peut sembler insurmontable. L'autosaboteur invisible évite le succès de la même manière qu'il évite l'échec. Il se retrouve coincé dans une situation intermédiaire où il est toujours en train de commencer, mais jamais de terminer. C'est cette personne qui a 1000 idées, les commence toutes, mais n'en termine que très peu. Ou encore quelqu'un qui regarde des vidéos de motivation, fait des listes, élabore des plans, et qui range ensuite tout dans un tiroir. Et ce schéma se retrouve fréquemment dans la vie quotidienne. Par exemple, vous commencez un régime, mais juste cette semaine-là, un événement survient. Il décide d'étudier, mais le jour même, une urgence soudaine survient. Vous voulez économiser de l'argent, mais soudain, un achat imprévu survient que vous ne pouviez pas reporter. Promet de se concentrer davantage, mais remplace la tâche difficile par la tâche facile sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'évasion. Une évasion discrète, silencieuse et bien intentionnée. Mais une évasion tout de même. Et ce n'est pas tout. L'autosaboteur invisible est passé maître dans l'art de se convaincre lui-même. Il crée des récits très raisonnables, très logiques et très compréhensibles. Il croit sincèrement qu'il se justifie, alors qu'en réalité, il se protège. Ce type de personne ressent également un lourd fardeau émotionnel. Il sait qu'il laisse toujours quelque chose derrière lui. Il sait qu'il pourrait aller plus loin. Vous savez que de nombreuses opportunités vous échappent, et cela engendre de la culpabilité, beaucoup de culpabilité. Et la culpabilité se transforme en épuisement. Et l'épuisement engendre encore plus de procrastination. C'est un cycle qui se répète sans cesse. Mais il y a une chose importante à propos de l'autosaboteur invisible. Il n'agit pas ainsi parce qu'il veut ruiner sa propre vie. Il agit ainsi parce qu'à un moment donné, il a appris qu'il est plus sûr d'éviter les problèmes que d'en prendre. C'est une vieille stratégie, émotionnelle et automatique. Vu sous cet angle, cela devient clair. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un mécanisme de protection qui dysfonctionne. Pour briser ce schéma, une personne a besoin de 2 choses. 1. Se rendre compte qu'on s'auto-sabote. Et 2. Créer des engagements minimes qui ne laissent aucune place à l'erreur. Rien d'important, rien de radical, rien d'impossible. Des mesures simples et claires qui ne laissent aucune place aux justifications internes. L'autosabotage perd de son pouvoir lorsque le chemin devient si simple qu'il n'y a aucune issue. Si vous vous reconnaissez dans ce profil, respirez. Tu n'es pas paresseux. Vous n'en êtes pas incapable. Vous avez simplement créé un système de protection qui ne sert plus la vie que vous souhaitez construire. Et le simple fait que vous le reconnaissiez vous donne déjà une longueur d'avance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez peut-être réalisé quelque chose d'important. Personne ne procrastine par accident. Chacun des 5 types que nous avons observés, anxieux, perfectionniste, rêveur, submergé et autosaboteur, est une manière différente de gérer une forme de malaise intérieur. La procrastination n'est pas le problème principal. Elle est le signe de ce qui se cache derrière. Et c'est là le point essentiel. Procrastiner ne signifie pas être paresseux, irresponsable ou incapable. Elle dit qu'il se passe quelque chose en toi que tu n'as pas encore compris. Il peut s'agir de peur, d'insécurité, d'épuisement, d'attentes excessivement élevées, d'un besoin de contrôle, ou tout simplement d'un cerveau qui tente d'éviter une souffrance émotionnelle. La vérité, c'est que, la plupart du temps, nous nous traitons les uns les autres avec trop de dureté. Nous nous qualifions de paresseux, nous répétons sans cesse que nous sommes nuls, que nous manquons de discipline, que tout le monde peut le faire sauf moi. Mais cela ne fait qu'aggraver le problème. Plus vous vous blâmez, plus il est difficile de commencer. Et plus il est difficile de commencer, plus on le repousse. Cette analyse n'a pas pour but de stigmatiser qui que ce soit, ni de dresser une nouvelle liste de défauts. C'est tout le contraire. Il s'agit de vous aider à voir qu'il existe une régularité et que cette régularité est logique. Lorsque nous comprenons le type de procrastination qui domine nos vies, il devient beaucoup plus facile de briser le cycle. Car, soudain, vous ne combattez plus le mauvais problème. Si le problème est l'anxiété,
La solution n'est pas la force brute, mais la réduction de la pression. Si le problème est le perfectionnisme, la solution n'est pas d'essayer d'être encore plus parfait, mais d'accepter l'imperfection initiale. Si le problème réside dans un excès de rêve et un manque d'action, la solution consiste à fixer des limites aux idées et à commencer modestement. Si le problème est l'épuisement, la solution n'est pas la productivité, mais un véritable repos. Si le problème est l'autosabotage, la solution n'est pas la culpabilité, mais la prise de conscience. La procrastination change lorsque vous changez votre façon de la percevoir, et c'est peut-être là l'aspect le plus libérateur. Vous n'avez pas à devenir une autre personne. Vous n'avez pas besoin de changer radicalement. Il n'est pas nécessaire de tout guérir en même temps. Il vous suffit de comprendre ce qui se passe en vous lorsque vous reportez quelque chose d'important. Cette simple prise de conscience suffit à amorcer un changement de comportement. À partir de là, la question qui demeure est simple. Lequel de ces types vous ressemble le plus? Non pas pour vous étiqueter, mais pour vous guider. Car lorsque vous découvrirez la véritable raison du report, le processus cesse d'être une lutte et devient un voyage. La procrastination ne définit pas qui vous êtes. Cela ne révèle que ce que vous n'avez pas encore vu. Et maintenant que vous pouvez le voir, vous avez déjà une longueur d'avance sur votre situation précédente.